Messieurs, je vous laisse prendre le soin de où vous souhaitez. Julie, je crois qu'on vous a donné la place du milieu. Merci de nous accueillir ici pour vivre une troisième conférence et dans un format particulier, différent des deux premières. Et nous, on est vraiment ravis de vous accueillir car on va être vraiment dans le partage, mesdames et messieurs. Et ce partage, ces trois personnes qui sont à mes côtés vont le faire vivre une petite trentaine de minutes. Nous avons souhaité, effectivement, mesdames et messieurs, vous faire aussi vivre pour vous aussi une interaction. Je vous invite, si vous avez des questions à poser auprès de nos intervenants, de patienter en une petite trentaine de minutes. Si vous avez déjà l'idée en tête, vous pouvez l'écrire et puis vous aurez tout le loisir de poser les questions. Je serai avec vous lors de ce moment, c'est-à-dire n'hésitez pas à bien lever la main, je viendrai avec ce micro et je vous inviterai à annoncer votre nom, prénom et la structure que vous représentez, ensuite la question. Pour les modalités, on est normalement paré à démarrer, j'ai encore deux personnes et puis nous allons débuter avec cette troisième conférence. Merci. Messieurs, madame, ravi de vous retrouver. Guillaume, on dit se passe en conditions d'assises, toujours le plaisir de se revoir. Et on va débuter sur le fameux moment qu'on a apprécié aussi de préparer, partageons l'expérience du plan. Merci. Donc partageons l'expérience du plomb. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, je tiens à préciser certains points. Le plomb, on ne l'a pas découvert récemment, c'est pas un sujet qui est nouveau. On ne va pas aborder la problématique du plomb comme si on l'avait découvert hier. En revanche, il y a eu des événements ces dernières années qui se sont passés, qui ont porté à connaissance pour certains maîtres d'ouvrage, pour certains donneurs d'ordre, du plomb c'est devenu plus pointu, plus accru, les entreprises sont de plus en plus impliquées dans la gestion du plomb et on va partager notre expérience sur ces 4-5 dernières années des différentes problématiques de plomb que l'on a rencontrées. Effectivement. Merci. Je vous laisse mettre des slides alors. Je suis le patron. Pas de souci. Moi, je suis Guillaume Faure, donc le gérant de l'entreprise Evaden. Je fais de la maîtrise d'œuvre, des amiantages et des plombages en France. Je laisse la parole à Julie. Bonjour, je suis Julie Cartoux, moi je suis architecte. Je suis spécialisée en direction de travaux et je travaille actuellement pour AREP, qui est le bureau d'architecture et d'ingénierie de la SNCF. Et j'interviens principalement pour les gares parisiennes et je collabore avec Guillaume et Hugues sur mes chantiers depuis de nombreuses années. Bonjour tout le monde, je suis le gérant de Mogelia, une société alsacienne spécialisée dans le repérage à Nantes, Lyon et autres avant travaux d'évolution. On fait par la force des choses aussi de l'aéro et puis des consultants sur différents sujets, et en particulier sur le sujet qui nous regarde de ce moment. Merci. Alors, je mets ici une photo de Notre-Dame. Alors, comme j'ai dit en introduction, Notre-Dame n'est pas du tout à l'origine du plomb en France. Le plomb était là bien avant. En revanche, Notre-Dame a participé à une grande prise de conscience, non seulement sur les chantiers, mais aussi dans les lieux publics. Les différents grands ouvrages qu'on a en France, par exemple pour lesquels Julie est ici. Et on s'est rendu compte, sur des grands ouvrages tels que Notre-Dame et suite à l'incendie de Notre-Dame, que la problématique plomb se trouvait sous différentes formes sur nos chantiers. Et on va dire que c'est à partir de là que les grands sujets de diversification des problématiques de plomb sont arrivés sur nos chantiers. Oui, tout à fait. Donc, on sait depuis des années gérer la problématique plomb lorsque le plomb fait partie intégrante de l'élément qu'on est en train de traiter, particulièrement la nature, voire le plomb métal. En essayant de voir quelles étaient les conséquences de l'incendie de Notre-Dame, on s'est rendu compte qu'on avait mis en évidence, plutôt pris conscience qu'il y a d'autres problématiques plomb, c'est aussi le plomb qui existe sur les ouvrages de manière historique. Le plomb qu'on n'a pas forcément mis en place. Donc, sur ce point-là, on se rend compte qu'il pose problème. Parce que le risque existe par rapport à ça, alors qu'on
ne travaille pas sur un matériau qui fonctionne directement. C'est ça. Naturellement, on va rechercher des plomb matériaux, c'est-à-dire sous forme de peinture. Et il se trouve que alors nous, on le faisait depuis quelques années à la marge. On recherchait les poussières de plomb, en tout cas le plomb sous ses différentes formes, et on va dire que la prise de conscience par les donneurs d'ordre, par les maîtres d'ouvrage est arrivée suite aux différentes fumées, aux retombées de l'incendie de Notre-Dame, et c'est à partir de là qu'on a commencé à se poser les questions dans les voies publiques, dans les parcs et jardins, et globalement un peu partout. Les différentes problématiques du plomb commençaient à apparaître. On a eu une expérience nous là-dessus sur nos différents chantiers où il a fallu anticiper, travailler en amont, essayer d'identifier ces fameuses poussières de plomb. Et finalement, on s'est posé les questions du danger et des risques, c'est-à-dire que, ok, on parle du plomb sous forme de peinture, mais pourquoi il y aurait d'autres formes du plomb et quels en sont les risques? Alors les risques ici, il y a deux grands risques qu'on a commencé à aborder. On a le risque de plomb sous forme de peinture qu'on va venir traiter, que les entreprises de désamiantage et de déplombage savent traiter naturellement, puisque c'est dans leur ADN, ils savent traiter ces problématiques-là. Tout le monde sait se soucier de ces problèmes-là, de peinture au plomb. En revanche, il y a un second problème de plomb qui est sous forme de poussière, qui lui est très rarement abordé, un plomb un peu plus complexe, qui est plus insidieux, qui est présent, qui est historique, comme tu l'as dit Hugues, présent dans l'environnement. Oui, c'est en fait un risque indirect. Le plomb est présent alors que personne ne l'a mis en place en fait. En fait, pourquoi le plomb est présent? C'est parce que les pollutions atmosphériques ont fait que du plomb s'est déposé. Donc tout le monde sait qu'il y avait du plomb, par exemple, dans les carburants de véhicules, etc. Donc ça peut venir de là. Il y a plusieurs causes. Il y a aussi des matériaux qui contiennent du plomb qui se sont dégradés. Il y a l'ensemble de l'exploitation, etc. Des chantiers, peut-être qui ce sont des chantiers de démolition ou de transformation qui n'étaient pas forcément bien gérés dans le passé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec, je veux dire, sur certains bâtiments, souvent anciens, avec du plomb, des poussières qui sont présentes sur les ouvrages. C'est ça, donc ce que dit Hugues, c'est on a deux grands dangers qui sont présents. C'est le danger lié aux travaux, à l'activité de travaux de déplombage, et on a notre risque, on va dire, qui est inhérent au chantier, au contexte, qui est les poussières de plomb qui sont historiques, qui sont dues à la dégradation du bâti, tout simplement, qui viennent déposer des poussières ou des particules sur l'ensemble du chantier, de la zone de chantier, et pas forcément sur la zone qui fait l'objet des travaux de déplombage. Donc quelque part, on va avoir des problématiques de gestion de ces poussières. Et puis on a l'environnement extérieur, il suffit de sortir dans la rue pour trouver du plomb. Donc on a deux grands sujets de plomb à aborder quand on traite un chantier. Et un chantier, ça se traite à différentes phases. On a la phase d'exécution que tout le monde connaît, mais avant d'arriver à la phase d'exécution, il y a des phases de conception. Et ces phases de conception, en tout cas, en maîtrise d'œuvre, moi j'en suis impliqué, Julie, tu es aussi impliquée à ça, et il faut traiter la problématique plomb le plus tôt possible. Alors, et par expérience sur les différents projets que l'on a ensemble, l'AVP, le pro, les phases AVP Pro, si ça parle au public en tout cas, ce sont les phases où il faut démarrer le plomb. L'expérience nous a effectivement montré ça. On sensibilise beaucoup les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage à intégrer et à diagnostiquer son site avant même d'engager les travaux pour qu'on puisse, nous, en tant que maîtrise d'œuvre, maîtriser le maximum de risques liés au maintien du coût du projet, au maintien du planning, et qu'on puisse, tant bien que mal, essayer de gérer et limiter les aléas. Ce sont des vrais aléas qu'on a vécus en cours de chantier, et c'est vrai qu'actuellement, la démarche, c'est de prendre en compte le plus en amont possible dans la réflexion des dossiers avant l'appel d'offres, d'intégrer toutes ces problématiques. Oui, juste dans les problématiques, on peut noter qu'on pourrait se dire il suffit de nettoyer. Par expérience, on se rend compte que nettoyer peut être la solution, mais n'est souvent pas la solution. Parce que nettoyer est extrêmement compliqué. Donc en fait, on se rend compte que dans le dossier, sur le projet, il va falloir quand même intégrer ce risque plomb. Parce que le nettoyage, enfin, on peut pas le supprimer au départ. Donc on aura bien à le gérer pendant le chantier. C'est ça, et pour reprendre ce que vous dites, globalement, l'approche du plomb aujourd'hui, elle est trop tardive. C'est-à-dire que sur la majorité des chantiers sur lesquels on est appelé un peu en pompier, la problématique plomb a été découverte sur le tard parce qu'on a fait un diagnostic plomb réglementaire avant travaux et que finalement, on n'avait pas toutes les cartes pour faciliter le chantier ou en maîtriser le budget, comme tu viens de le dire.
Et c'est partant de là qu'on commence à avoir des dérives financières sur les chantiers. Et le plomb de tout ce que l'on voit aujourd'hui, on commence à l'aborder en AVP, en avant-projet. C'est à partir de là qu'on va commencer à traiter donc les diagnostics plomb réglementaires. Mais on va commencer à se poser la question du contexte et de l'environnement du chantier. C'est-à-dire, est-ce que le plomb va au-delà des simples travaux de déplombage que je dois traiter? Et c'est la réflexion commence en AVP à ce point-là. Je précise qu'on est intéressé, on travaille ensemble sur des sites qui sont en exploitation, qui sont occupés, qui s'interfèrent avec du passage du public. Donc on est vraiment au cœur de ces problématiques qui nous concernent fortement dans nos programmes de chantier en tout cas. Oui, il est évident que dans certains types de chantiers, on n'y va pas la fleur au fusil. On verra un peu plus tard dans la présentation, mais le contexte des chantiers demande de prendre très en amont la problématique du plomb et les différentes circulations, puisque tous les chantiers ne se valent pas, et la vérité d'un chantier que l'on peut avoir ensemble n'est pas valable sur d'autres chantiers, bien entendu. Alors la préparation de chantier, pour nous, au-delà de démarrer en AVP ou en pro, il est important d'avoir un certain nombre d'acteurs. On parle en termes d'acteurs, on parle de coordonnateur SPS, bien entendu, puisqu'il a un rôle à jouer en phase préparatoire, le coordonnateur SPS en phase de conception, qu'on voit trop rarement aujourd'hui, qui accompagne le maître d'ouvrage donneur d'ordre sur la conception quelque part de son chantier, sur les différentes collaboration qu'il peut y avoir, et la maîtrise d'œuvre. Nous, on a besoin de ce coordonnateur SPS pour non seulement fixer les règles du jeu, déterminer quelque part le niveau sanitaire du chantier sur lequel on peut se trouver. Alors quand je parle de niveau sanitaire, c'est évidemment de mesurer le plomb et dans quel état de saleté se trouve le chantier. Et donc on va travailler en amont là-dessus, et puis on va, comme tu l'as dit, sur différents grands chantiers qui reçoivent du public, définir des circulations, un fonctionnement, comment on va préserver le public de cet environnement, alors pollué, le terme est un peu dur, mais qui contient des particules de plomb. En fait, on va surtout, le mot le plus important, c'est on va organiser le chantier de manière à ce que les transferts qui pourrait y avoir de ce plomb historique qui est à présent un peu partout, qui va dans un premier temps être transféré par les chaussures, ensuite les habits, ensuite les mains, et puis il va terminer en général, le risque il se termine quand on met les mains, on porte les mains à la bouche. Donc ça, il va falloir qu'on organise notre chantier pour pouvoir justement maîtriser ce risque. Alors ça se traduit pour nous qui sommes un peu l'orchestre du chantier dans l'équipe de direction de travaux, ça se traduit par le document qu'on appelle le PGC, tu l'as nommé tout à l'heure, il me semble Guillaume, c'est un document qui est extrêmement important, surtout quand on gère des chantiers qui sont allotis, donc on a un certain nombre d'entreprises et qu'on sort du schéma de l'entreprise générale. Ce PGC, il va définir toutes les règles, les règles essentielles pour gérer l'ensemble des risques et en particulier le risque plomb. C'est ça, je te rejoins sur le PGC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je ne maltraite pas les coordonnateurs SPS, au contraire, on en a beaucoup besoin sur nos chantiers, on a besoin qu'ils jouent leur rôle pleinement. La seule chose, c'est qu'on est obligé de faire pas mal d'allers-retours au niveau des PGC, puisque la problématique plomb nous semble importante et bien souvent, on va dire, trop réglementaire et n'est pas toujours adaptée aux chantiers sur lesquels on se trouve. Oui, c'est d'ailleurs pas normal de vivre un chantier. Nous, on a un certain nombre d'indiçages de documents de PGC qui a évolué aussi par rapport à l'histoire du chantier, aux aléas qu'on a pu rencontrer ou aux nouvelles phases qu'on prend en main par rapport à des périmètres définis qui se sont rajoutés par rapport au lancement du chantier. Donc c'est un document qui doit vraiment vivre, mais qui doit rester une règle commune entre les différents contrats de travaux. Donc c'est un document sur lequel il faut absolument l'aboutir avant même de lancer l'appel d'offres. On a besoin de la présence du coordonnateur de sécurité sur nos dossiers. C'est ça, et on va retrouver aussi avec le PGC les règles qui vont permettre à l'entreprise quelque part d'appréhender le chantier dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, on le voit, le PGC il est établi, il est réglementaire, là-dessus il n'y a pas de discussion. En revanche, on a dit au début, on a une grosse problématique de poussière, d'accord, d'un environnement de chantier qui n'est pas pris en compte dans ce PGC, et finalement on se retrouve sur des points de blocage au niveau des modes opératoires, au niveau de l'intervention de l'entreprise, puisque l'enjeu sanitaire du chantier n'a jamais été pris en compte en amont.
Donc le fait d'intégrer un coordonnateur SPS très tôt dans le chantier, avec la culture de cette problématique plomb sous ces deux formes, donc sous forme matériaux, peinture, et sous forme de poussière, ou en tout cas résidus, ça va lui permettre d'intégrer dans le PGC des règles de fonctionnement, et ces règles de fonctionnement seront reprises par l'entreprise dans son mode opératoire. Le mode opératoire, c'est vraiment ce qui nous sert, nous, en tant que maîtrise d'œuvre d'exécution sur le chantier, de garantir à notre client, donc à notre maître d'ouvrage, la bonne tenue, la bonne gestion de ce qui se passe au niveau de son site. Les modes opératoires, c'est typiquement sur ce genre de risque que nous, on s'entoure de maîtrise d'œuvre spécialisés comme Guillaume et Hugues qui nous accompagnent, qui sont sachants et qui nous accompagnent sur ces problématiques que nous on gère pas, dont on n'a pas les compétences. Bien on va sûr. se le dire. On s'accompagne de compétences. Un autre point important, et on l'a vu sur nos différentes années de chantier avec des sujets plomb qui sont présents dès le stade de la consultation, il n'y a pas de découverte de plomb sur le chantier. En revanche, les modes opératoires arrivent dans un état qui ne sont pas en cohérence avec les attentes de la maîtrise d'œuvre sur le chantier. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir des décalages entre la compréhension en termes de pollution, d'hygiène du chantier et la compréhension de l'entreprise vis-à-vis de ses travaux. Et là, dans le mode opératoire, il y a une prise de conscience à avoir de la part de l'entreprise pour appréhender le chantier dans les conditions sanitaires qui ont été définies dans le PGC, en fait. Oui, surtout qu'on se rend compte aussi que dans beaucoup d'entreprises ne maîtrisent pas le risque plomb. Autant il y a des entreprises qui vont venir enlever de la peinture au plomb, etc. Donc il n'y a absolument aucun problème. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne maîtrisent pas le risque plomb. On leur demande de faire des modes opératoires. Le PGC met en évidence un nouveau risque qui est ce plomb historique qu'on appelle historique. Et les entreprises ont du mal à l'aborder. Donc on a besoin de les aider à écrire leur mode opératoire, à prendre conscience de ce risque, à les aider à pouvoir faire une évaluation des risques pour pouvoir mettre autour de ce risque des moyens. Alors des moyens de l'entreprise, mais aussi des moyens communs sur le chantier. Absolument. On prend alors c'est un schéma assez simple de situation que l'on a pu vivre. Donc c'est assez clair pour tout le monde, je l'imagine. On retrouve la base vie, une zone publique qui vient séparer la zone de chantier de la base vie, avec tous les risques inhérents à ce type d'activité, à savoir les risques de transfert de pollution, non pas de l'activité de travaux de déplombage, comme on peut le dire, mais plutôt d'un plomb résiduel sous forme de poussière déjà présent de manière historique et qui pourrait circuler de la zone de chantier à la rue potentiellement, ou vice-versa, être amené de la rue sur le chantier, puisque je rappelle que les conditions sanitaires au regard du plomb dans la rue et sur un chantier ne sont absolument pas les mêmes, et les prismes de compréhension ne sont pas du tout les mêmes, et c'est pas du tout géré de la même façon. Et pour la base vie, c'est la même chose. On se retrouve à voir la rue pour aller à la base vie, et donc on a des problématiques dans ces circulations, des problématiques assez pointues de se dire comment on fait pour gérer la pollution dans la base vie, ou sur le chantier, ou au poste de travail, ou même dans la rue. Être sûr que c'est pas nous qui avons pollué la rue. Oui, je parlais tout à l'heure d'organisation de chantier, donc là on rentre un petit peu dans l'organisation. Ce qui est important, c'est que le chantier, il va falloir le découper en zones bien spécifiques. Donc on a vraiment le poste de travail de l'entreprise. Donc ça, c'est le poste de travail de l'entreprise où l'entreprise va faire son évaluation des risques par rapport à l'action qu'elle va faire sur son poste de travail, et d'y intégrer ce risque plomb. Ensuite, le compagnon va sortir de son poste de travail pour pouvoir évoluer sur le chantier. Et donc là aussi, il va falloir faire attention à gérer dans les zones de circulation, maîtriser les transferts de pollution qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, on a la zone publique, où là aussi, il va falloir qu'on arrive à maîtriser et à préserver la zone publique. Mais ça, c'est une petite parenthèse, avec une des particularités, c'est que quand on est en zone publique, on est sur le code de la santé publique. Quand on est dans les zones de travail, on est dans le code du travail. Et entre les deux, au niveau réglementaire, c'est pas simple. Voilà, je m'arrête là, c'est pas simple. Et puis ensuite, on a la base vie. Alors que la base vie, c'est quand même, on s'est rendu compte que c'est un des éléments extrêmement importants à gérer. Parce que la base vie, c'est là où on passe de la sphère professionnelle à la sphère privée. Et il est extrêmement important que la base vie soit une zone, alors nous on l'appelait comme ça, une zone sanctuarisée, où on soit sûr que la base vie, il n'y ait pas de risque plomb.
On y arrive, mais ça demande, on va voir après, ça demande de mettre en place une multitude de toutes petites choses qui ne coûtent pas forcément cher, mais qui sont extrêmement importantes. C'est ça, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est nouveau dans ce schéma-là et ce qui était, on va dire, pas vraiment pris en compte par le passé, c'est ces notions de transfert entre la rue et la base vie, hein, qui demandent aujourd'hui une vision assez pointue, à savoir comment on gère les transferts, et zone chantier et voie publique, on va dire, comment on gère ces transferts-là. Ça, c'est nouveau, on ne l'avait pas avant, et c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. On est devenu de plus en plus pointu sur ces sujets-là, pour la bonne et simple raison que tout le monde s'est mis à faire des lingettes un peu partout, et qu'il a fallu arbitrer, réfléchir, et à voir comment on gérait de manière assez accrue ces transferts de pollution. Juste, ce qui est important, c'est aussi la gestion des postes de travail. Je veux dire, c'est des postes de travail et chaque entreprise, alors surtout quand il y a de la coactivité, attention, limiter au maximum, enfin pour que ça marche, il faut limiter au maximum la coactivité et il faut que chaque entreprise maîtrise son poste de travail avec ses compagnons. Alors ça fait partie des outils que l'on a mis en œuvre sur nos chantiers pour gérer ces transferts. Alors à droite, vous avez un lave-semelle que l'on peut retrouver, qui, on l'a vu sur les résultats. Alors avant d'arriver à un lave-semelle, on s'est fait mal avec d'autres solutions hein, qu'on a essayé d'inventer, qu'on a essayé de trouver. On a été retoqué à plusieurs reprises. Voilà. Et le lave-semelle est, on fait quelque part cadeau de cette solution, mais une des solutions que l'on a pu trouver sur le chantier pour faciliter ou en tout cas gérer cette gestion des transferts de pollution. Les entreprises, elles n'y passent pas naturellement sur ces lave-semelles, donc quelque part il faut contraindre l'accès. Hein, il va falloir réfléchir à des cheminements pour que les gens passent sur ces chemins-là. Et à gauche, vous avez un lave-roue pour les engins qui permet, avec un système d'eau, donc il y a de l'eau en mouvement en permanence là-dedans, qui permet de laver les roues des différents engins, donc en entrée-sortie, ce qui permet de s'exonérer des transferts de plomb de l'entrée du chantier à la sortie, ainsi de suite. Et surtout vis-à-vis de la rue, hein, parce qu'il faut le savoir, la rue, il y a beaucoup de plomb dans la rue, les engins de chantier rentrent sur le chantier avec ce plomb sur les roues, et finalement quand on fait des lingettes au sol, on va arriver à trouver des valeurs assez exorbitantes. Donc ça demande un peu d'investissement, mais si c'est pris en amont, c'est budgétisé, et on peut utiliser ce type d'engin, ce type d'appareil, sur nos chantiers pour ces fameuses phases de transfert qu'on avait vues sur la slide précédente avec la rue, le chantier et la base vie, la rue éventuellement. On utilise, en tout cas nous, on utilise pas mal ces outils-là. C'est un bon exemple en fait de ce qu'il ne faut pas oublier dans les dossiers avant de lancer en appel d'offres. Ça a un certain coût, mais on a vu une efficacité incroyable de pouvoir mettre une barrière de transfert, que ce soit pour les véhicules, que ce soit pour les petits engins, donc on passe au Manitou, les transpalettes, tout ce qui sert à faire un chantier, et les lave-semelles. Avant d'arriver aux lave-semelles, effectivement, on s'est aperçu que quand on a 100, 150 compagnons sur un chantier, demander à chaque compagnon d'actionner sur un bouton de lave-bottes pour laver ses bottes, ça ne marche pas. Donc il faut faciliter leur flux et garder l'efficacité des organes qu'on met en place. Et ça, typiquement, c'est vraiment une solution qu'on a dupliquée sur d'autres chantiers parce que ça fonctionne très très bien. On a ici un autre exemple de solution. Alors, il est clair que la base vie, Hugues l'a dit, il faut sanctuariser la base vie. Hein, le nettoyage de la base vie, pourquoi la base vie? Parce qu'il y a le réfectoire bien souvent qui s'y trouve, que les personnels vont manger sur ces différentes tables, et qu'on s'est rendu compte de par notre expérience que les tables avaient des teneurs en plomb assez importantes, mais c'est pas un plomb qui est amené volontairement, c'est un plomb qui est résiduel, c'est dans l'air, c'est de la poussière, c'est le casque de chantier qui va être posé sur la table, qui va laisser tomber des poussières de plomb, et j'en passe d'autres, des gants éventuellement, et on retrouve quantité d'éléments qui viennent polluer cet environnement qui est la base vie, et on retrouve en même temps les lave-mains, puisque en amont des lave-semelles qu'on a retrouvés, on met en place ces lave-mains pour contraindre l'accès et mettre en place un nettoyage. Donc on disait qu'on a mis des barrières, donc des barrières physiques, lave-semelles, lave-roue pour certains engins.
Mais à côté de ça, il faut aussi, assainir le compagnon qui va sortir de la zone de travail. Donc la première source de contamination main-bouche, c'est les mains. Donc veiller à ce que les mains soient propres, qu'on puisse se laver les mains. Donc chaque fois, à plusieurs endroits sur le chantier, on organise le chantier pour que ces barrières existent et puis que les compagnons se lavent les mains aux différents endroits, surtout qu'ils ne sortent pas du chantier sans avoir les mains lavées. On nettoie bien sûr la base vie, et ça c'est extrêmement important. Mais non seulement on nettoie, mais aussi on a mis en place toute une série de bonnes pratiques sur la base vie. Exemple, on ne pose plus un casque de chantier sur la table, on ne mange plus avec les habits de travail. On a des casiers de vestiaire sale, vestiaire propre, bien sûr. On ne laisse plus aucun outillage dans les bases vie. Il n'y a plus d'habits qui sont attachés en dehors des casiers, etc. Donc voilà, on a une série de bonnes pratiques qui permettent de tenir la base vie comme une zone sanctuaire, comme on disait tout à l'heure. Oui. Pour rebondir ce que tu dis, c'est clair que le nettoyage récurrent, d'accord, la base vie, c'est pas un nettoyage hebdomadaire, c'est un nettoyage quotidien. Non, c'est même deux. Voilà, c'est bi-quotidien voilà. Même. C'est un nettoyage permanent, intense. Et on l'a vu avec le nettoyage, on fait redescendre les niveaux de plomb considérablement. On arrive à avoir des valeurs extrêmement basses. Évidemment, les règles d'hygiène qui sont mises en œuvre par les différents compagnons, on voit ici les lave-mains qui ont été installés. C'est contraint et forcé, c'est-à-dire qu'ils passent par les lave-mains pour pouvoir passer après sur les lave-semelles et sortir du chantier. Donc on a ce nettoyage qui est omniprésent du chantier en permanence. Et il est vrai que, j'imagine que tu allais le dire, mais le Covid. Enfin, on a eu quand même une expérience sur nos chantiers là ces dernières années. On a passé la période Covid où on nous a imposé des nettoyages et on s'est rendu compte que c'est des nettoyages réguliers de tout ce qu'on touche. Les poignées de porte, les poignées de frigo, les poignées de micro-ondes, les poignées de fontaine à eau, les tables, bien sûr, les chaises. On a enlevé toutes les chaises en tissu. Les chaises, c'est tous des plastiques qui sont nettoyables, etc. Donc tout ça, le Covid nous a aidés, nous a montré, parce que lorsque on était en période Covid, on continuait à faire nos différentes surveillances et on voyait que les résultats étaient vraiment pas mal. Et donc on s'est dit que ces bonnes pratiques Covid... Les bonnes pratiques Covid, alors on n'est pas bien sûr sur un virus, mais c'est pareil, c'est des pratiques de nettoyage, des pratiques d'hygiène, sont très intéressantes par rapport aux résultats qu'on arrive à tenir aujourd'hui. C'est ça, et on peut se le dire, mais on n'a jamais eu de valeur aussi basse en termes de présence de plomb sur les chantiers que pendant la période Covid. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit Hugues, nettoyage accru. On a eu une gestion du chantier avec ce peur de transfert de Covid-là qui était assez important. Il y a eu aussi une prise de conscience du lavage des mains plus accrue de la part des compagnons qui avaient sur l'aspect sanitaire une vigilance plus importante, le gel hydroalcoolique, le fait de se laver les mains de manière récurrente. Et on a vu très vite les transferts diminuer. On a vu très vite les valeurs atteindre des seuils on va dire correctes. Et partant de là, ces bonnes pratiques ont été recopiées, ont été réutilisées et on les retrouve maintenant sur tous nos chantiers. Réintégrées au PGC. Absolument, intégré au PGC, ce qui nous a permis de fixer des nouvelles règles sur le chantier qu'on a gardées après le Covid pour avoir des valeurs de plomb en termes de lavage de semelles ou en termes de lavage de mains ou en termes d'hygiène globalement sur le chantier qui sont extrêmement bas aujourd'hui. On peut presque se poser, alors là c'est une petite aparté que je fais, mais on peut presque se poser la question par rapport au plomb, si le masque FFP2 ou le masque de chirurgie plutôt n'était pas intéressant, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a moins de pratique de vouloir boire, vouloir mettre les mains à la bouche quand on avait les masques quand on les a plus. Je ferme la parenthèse, c'était juste, c'est des questions qu'on s'est déjà posées. C'est ça, et pour faire cette surveillance, il va falloir faire appel à des opérateurs de repérage. Alors, nos chers amis opérateurs de repérage sont venus beaucoup de fois sur nos chantiers, on les voit très souvent. Ils viennent encore. Ils viennent encore sur nos chantiers. Et nous, on s'est rendu compte, encore une fois, par nos besoins, nos argumentations qu'on devait avoir sur nos chantiers, à savoir d'où vient la pollution, pourquoi on a des pics de pollution, qu'est-ce qui se passe sur notre chantier. Quand on reçoit le résultat du laboratoire ou envoyé par l'opérateur de repérage, on se rend compte souvent que le résultat il est un peu vide, on a du mal à l'expliquer et c'est compliqué pour nous d'interpréter le chantier en face d'un résultat.
Est-ce que le résultat parle du chantier? Est-ce que c'est le chantier dans son ensemble? Est-ce qu'on doit noyer le résultat dans un ensemble? Est-ce qu'on doit recontextualiser le résultat par rapport à des activités? Ben là, il nous manque beaucoup de choses en réalité. Donc, ce qui est important pour nous, et on le demande aujourd'hui, c'est que l'opérateur de repérage doit nous parler du contexte dans lequel il est venu faire le prélèvement. C'est la raison pour laquelle on vous a mis une photo avec des écailles de peinture de plomb. Venez faire un prélèvement sur une zone comme celle-là, je peux vous garantir que le résultat, vous allez en trouver des millions de microgrammes de plomb. D'accord? Donc faire un prélèvement là, on n'a pas besoin d'attendre le résultat. Et je dis ça aux maîtres d'œuvre et à tous ceux qui veulent gérer des chantiers plomb, on n'a pas besoin d'attendre le résultat quand le chantier est comme ça pour nettoyer, pour se dire qu'il y a des problématiques de gestion des particules de plomb sur votre chantier. Voilà. Et ça, c'est une information qui manque, puisque en tant que maître d'œuvre, on n'est pas dans tous les recoins du chantier. On n'est pas constamment en train de vérifier que tous les passages soient propres. Et il se trouve que là, on a besoin d'aide de la part de l'opérateur. C'est ça. On a besoin d'opérateurs de prélèvement qui arrivent à expliquer et tracer ce qu'ils ont vu. Parce que quand on fait une lingette et puis qu'on prend une écaille, on sait que le résultat sera mauvais, mais ça serait intéressant de savoir que c'est bien, il y avait bien une écaille dans la lingette. Au moins, on sait d'où ça peut venir. Parce que si c'est de la poussière très fine et qu'on a des mauvais résultats, c'est sûr que la source est complètement différente. Donc on a besoin d'avoir des renseignements avec le prélèvement, le résultat d'analyse avec juste une quantité sur une surface, c'est sympa, mais ça ne nous donne pas assez d'éléments pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. On se rend compte aussi qu'avant de faire le prélèvement, on a vraiment une stratégie de prélèvement à mettre en place, une vraie stratégie de prélèvement, savoir ce qu'on cherche, pourquoi on cherche, quand est-ce qu'on cherche. C'est extrêmement important de se poser la question, est-ce qu'on met toujours au même endroit, est-ce qu'on prend au hasard dans des zones homogènes. Donc tout ça, c'est des questions qu'on s'est posées, on a fait des essais, etc. On s'est rendu compte aussi qu'il y a des limites dans les prélèvements lingettes. On fait des prélèvements lingettes, pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation qui existe pour le plomb de faire des prélèvements lingettes. Je rappelle que c'est des prélèvements qui sont faits pour vérifier si le nettoyage est bien fait. Donc s'il n'y a pas de nettoyage, ce n'est pas la peine de faire une lingette. D'abord on fait le nettoyage et ensuite on vérifie qu'il soit bien fait. Parce que sinon on a très souvent des très mauvaises surprises. Donc en fait on s'est rendu compte nous aujourd'hui que sur le chantier, dans le cadre de la surveillance, un chantier qui est propre, on aura moins de chances d'avoir du plomb. Un chantier qui n'est pas propre, on a quasiment, sur des chantiers bien sûr à risque, on est quasiment certain d'avoir du plomb quand on fera les lingettes. Donc en fait, la propreté, c'est un élément important. Et ça veut dire aussi que ça pousse le problème très loin. C'est-à-dire que ça a de la propreté de chaque entreprise par rapport à toutes leurs interventions. Le pierreux, il ne faut pas qu'il fasse de poussière. Le menuisier, il ne faut pas qu'il mette du bois partout, etc. Parce qu'en fait, on va chercher que l'ensemble des postes de travail soit toujours le plus propre possible. Donc chaque entreprise, à son niveau, va toujours gérer la propreté de son chantier. Et puis ensuite, on se rend compte aussi qu'au niveau des lingettes, c'est un peu compliqué, parce qu'en fonction des surfaces, etc., les résultats, est-ce qu'ils veulent vraiment dire ce qu'on veut leur faire dire? Ça peut être aussi compliqué. Voilà. Et aujourd'hui, on a des... Comment dire ? On teste des choses pour savoir, pour arriver à comprendre. Et le gros souci, c'est que tout arrive de la lingette fait le risque, mais ensuite, comment on transforme ce risque jusqu'à l'ingestion, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce niveau-là. C'est ça, je veux juste réagir à ce que tu dis, c'est que la lingette est interprétable et le prélèvement est peut-être délicat. Donc quand on reçoit un résultat, il peut avoir différentes explications possibles, et soit en termes de prélèvement, soit en termes d'environnement de chantier. Et c'est notre rôle à nous, d'expliquer tout ça, et on le vit sur les chantiers avec toi, Julie, c'est que à chaque prélèvement, on vient expliquer l'environnement de travail, quel était le contexte, pourquoi on a des résultats qui sont comme cela, et ainsi de suite. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut préciser, c'est peut-être le moment, c'est qu'on a mis en place sur le site, on a cartographié notre site. Donc tant sur les zones sur lesquelles on est en responsabilité au niveau des zones chantier, sur les zones exploitées par les travailleurs et sur les zones voyageurs. Et cette cartographie est suivie toutes les semaines par le préleveur qui vient faire ses prélèvements.
nous, on a choisi ce rythme-là de façon hebdomadaire. C'est pas du tout, c'est vraiment lié à notre problématique à nous. Et ce suivi-là, quand on a un chantier qui prend des mois et des mois, ça nous permet de créer une surveillance. C'est-à-dire que on a, et ça arrive parfois, des lingettes et qui sonnent. On a des taux qui sonnent anormalement haut. Et c'est important parce que ça nous permet souvent de faire le lien avec une défaillance au niveau du chantier. Ça peut être un manque de maîtrise d'une entreprise par rapport à un type de travaux qu'elle fait. Ça peut être une zone qui est mal nettoyée. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Donc c'est quand même un curseur qui est important pour nous et pour le suivi de l'activité. Absolument. Il faut être très vigilant et très très prudent avec l'interprétation des résultats lingettes qu'on va récupérer sur le chantier que les opérateurs de repérage auront prélevé à la demande de la maîtrise d'ouvrage. Et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais il faut avoir de la pertinence sur pourquoi on fait cette lingette, pour quel type d'environnement, dans quel contexte, et comment on va expliquer si on trouve du plomb, quels sont nos arguments à l'instant T. Donc au-delà de l'aspect nettoyage récurrent, vous l'avez compris, sur le chantier sur lequel on est constamment en train d'être plus propre que l'extérieur, hein, c'est évident, eh bien, on monitore le chantier, d'accord, on est constamment en train de le mettre sous surveillance pour savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on a des pics. Alors évidemment, ça se prête à des chantiers d'envergure, chantiers que l'on a ensemble, mais il y a des chantiers plus petits. Je pense qu'il faut aussi monitorer, il faut quand même surveiller ce qui se passe, surveiller les entreprises. Et puis là, vous avez un petit graphique qui n'a pas de titre, mais ce graphique-là, c'est un extrait. On voit qu'est-ce qui se passe. À force de monitorer, on arrive à voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et puis des fois, qu'est-ce qui se passe puisqu'on a des pics qui apparaissent. Et ces pics-là, il faut les expliquer. Il faut faire un peu une remise en question. Et il faut travailler pour savoir d'où vient l'origine de cette pollution, puisqu'elle est anormale. C'est ça. Par exemple, sur le chantier, on doit avoir une bonne soixantaine, voire plus. 80. 80 mesures toutes les semaines. Donc il faut qu'on raisonne aussi des fois en moyenne, des fois sur pic. Des fois, on arrive à mettre en évidence aussi des phases de chantier compliquées. On s'est rendu compte que certains démontages, certaines phases de chantier sont compliquées à gérer. Donc on a des pics, on a en fait l'ensemble du chantier qui monte je veux dire, en concentration. Et puis il y a des phases de chantier qu'on maîtrise très très bien. Voilà. Ensuite, on se rend compte qu'il y a aussi la motivation des entreprises. On s'est aussi rendu compte que les entreprises, à partir du moment où elles lâchent un petit peu, et puis il faut des fois remettre un petit coup, et puis ça va un peu mieux. Donc voilà. Donc on a quand même, il faut prendre de la hauteur avec les analyses. Il ne faut pas juste voir les analyses une à une. Oui, une à une, c'est intéressant. Ça permet de mettre en évidence un défaut à un endroit. Après, il faut aussi voir le bruit moyen pour voir un peu le chantier, comment il évolue. Et puis après, comme dit, il faut aussi analyser par phase pour savoir quelle était l'activité sur le chantier à ce moment-là. Et c'est là où une chose importante aussi sur le chantier, mais là je vais laisser passer la parole à Julie, c'est la surveillance chantier. C'est d'avoir, un technicien sur place. C'est l'investissement qui a été fait dans l'équipe de DET, de direction de travaux, c'est vraiment d'avoir une personne affectée à la visite du chantier de façon quotidienne. On a une personne qui nous fait des rapports photos, qui note les entreprises en activité, le nombre de personnes, les zones dans lesquelles elles interviennent. Et ce suivi, non seulement qu'il a le mérite de faire un historique du chantier, mais c'est surtout que ça nous permet d'avoir un historique pour expliquer, si jamais on a des taux qui varient, qu'est-ce qui s'est passé et à quel endroit. Et on peut pas effectivement interpréter des lingettes si on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, avec un problème qu'on connaît un petit peu en ambiance aussi, c'est que le résultat, il n'est pas immédiat. Un décalage, oui. Donc en fait, même si on veut faire très vite, parce qu'en fait, le laboratoire arrive à faire des choses exceptionnelles en 24 heures ou 48 heures, mais en général, on est plutôt sur 4 jours. C'est-à-dire, on fait les prélèvements le lundi ou le mardi, on a les résultats le jeudi ou le vendredi. Donc en fait, il faut qu'on puisse revenir en arrière pour savoir ce qui s'était passé quand on a fait les prélèvements. Donc c'est pour ça que le surveillant travaux et ses rapports sont très importants pour nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver les fautifs. Ouais, les fautifs, en tout cas, d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je précise quand même que quand on a des valeurs qui sont anormalement élevées, on a mis en place des plans d'action définis dans le PGC.
pour pouvoir actionner dès qu'on C'est ça. on a les résultats des lingettes. On le vit un peu comme un système qualité. Ouais. C'est-à-dire que nos chantiers, c'est-à-dire on reprend nos graphiques et dès lors qu'un pic apparaît, on considère que c'est un écart au chantier et on a donc cette fiche anomalie sur laquelle on vient expliquer à la maîtrise d'ouvrage qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cet écart. Évidemment, c'est toujours difficile de trouver l'origine, mais on émet les différentes hypothèses, on essaie de travailler ou en tout cas de s'améliorer sur les différents écarts et derrière on propose des solutions à la maîtrise d'ouvrage, des actions correctives. Des actions correctives, des actions préventives, tout dépend quelle est la cause a priori. Voilà, les points clés de ce qu'on a dit, il y a un point fondamental et c'est le premier, c'est la formation. Il est clair qu'aujourd'hui la formation, alors la formation plomb, qu'on ne s'y trompe pas, la formation plomb est nécessaire à tout le monde. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les formations ne sont pas homogènes et on se rend compte que tout le monde a besoin de formation sur les chantiers, à savoir la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les surveillants de travaux, le coordonnateur SPS, tous les acteurs du chantier ont besoin de cette formation plomb. Pas uniquement réservé au diagnostic, un plan un peu plus large, avec la connaissance de l'environnement, du contexte, avec une culture de la gestion de ces poussières, du milieu historique dans lequel le chantier est réalisé. Et finalement, la formation, à notre sens, doit être orientée en effet sur le diagnostic de repérage, mais aussi sur le contexte du chantier et l'aspect sanitaire du chantier. Oui. Et sur le risque, donc comme dit, sur le risque d'inhalation, on maîtrise assez bien en formation. Enfin, on se rend compte que les centres de formation maîtrisent assez bien, VLEP, etc. Donc ça va bien. Mais quand on commence à parler de transfert main-bouche et d'ingestion, on est un peu sec. Alors nous aussi, on découvre beaucoup de choses. On arrive à discuter avec les différentes institutions. Qu'il soit l'inspection du travail ou bien la CRAMIF, mais c'est très compliqué d'arriver à aller après la formation à l'évaluation des risques. C'est ça. À l'évaluation des risques et de transformer cette quantité de plomb surfacique au sol en risque pour les opérateurs. C'est très compliqué. Bon, c'est ça. Après, il y a un travail intellectuel. En effet, à partir du moment où on a l'information sur le risque plomb, il faut le retranscrire en évaluation des risques, ce qui n'est pas toujours évident. En effet, il y a un travail important de la part de l'entreprise. Évidemment, la stratégie de diagnostic, il faut savoir venir faire des prélèvements. On l'a dit, les prélèvements lingettes, il faut les argumenter. Il faut trouver l'argumentation qui correspond pour pouvoir expliquer la logique de ce prélèvement. Et la stratégie de surveillance, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait les prélèvements, comment on fait les prélèvements, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une réflexion sur le chantier qui se pose. Et après, elle n'est pas figée dans le temps. On peut revenir en arrière. On peut se rendre compte qu'on n'a pas été bon sur certaines explications, qu'il y a d'autres sources qui peuvent être présentes. Et donc la surveillance peut varier dans le temps, on peut avoir une logique tout à fait adaptable. Voilà. Et l'organiser les périmètres et sanctuariser le chantier, c'est ce qu'on a dit en introduction, c'est-à-dire qu'il y a des règles d'hygiène à mettre en œuvre. On parlait de techniques et d'exigences, ce sont souvent des exigences vis-à-vis des entreprises ou du contexte dans lequel on se situe. On est techniquement le plus bas possible et c'est ce qu'il faut essayer de faire sur le chantier, c'est ce que nous on arrive à faire en ayant un nettoyage ou en ayant une approche de rendre lavable ce sur quoi on travaille. C'est ça. Donc, organiser les périmètres, c'est aussi important, c'est que le chantier il évolue. Alors quand on a des très gros chantiers comme ceux qu'on est de l'expérience dont on a là, on se rend compte que le chantier évolue. Et donc la gestion du plomb, c'est une remise en question permanente. C'est ça. Si tout le monde a fini, on va laisser la parole aux questions. Merci beaucoup Guillaume, mesdames et messieurs. Merci déjà pour cette intervention, vos interventions. Je vais vous inviter maintenant, si vous avez des questions, à lever la main, le bras, et je viendrai vers vous, si c'est le cas. Et je vais vous inviter à vous présenter. Merci. Bonjour, Emmanuel Fèvre, Manexi. J'ai une petite question sur les prélèvements de poussière. Vous avez évoqué qu'effectivement les délais d'analyse sont de 3-4 jours. Ne préconisez-vous pas des prélèvements avec analyse in situ, comme il existe des kits par une marque que nous connaissons tous, mais qui peuvent nous donner au moins, alors peut-être pas un résultat fiable, mais une indication assez précise du nettoyage de ce chantier? En fait, on y a pensé, on n'a pas encore essayé, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas trouvé la personne qui avait le kit dans l'environnement proche. Mais oui, ça pourra donner, ça peut être une solution qui peut donner une tendance.
une tendance, c'est-à-dire que le chantier évolue vers la hausse ou évolue vers la baisse, ou enfin reste stable, même si ça n'aura pas de valeur plus que ça. De toute façon, des valeurs réglementaires concernant ça, il n'y en a pas. Donc, mais en tout cas, ça permettra d'avoir une vision directe d'une évolution. Après, c'est toujours très compliqué, un point ponctuel, toujours compliqué. Alors c'est vrai qu'avec ce système, on arrive à faire plusieurs points très rapidement. Oui, très rapidement. On peut toujours regarder les analyses, enfin les lingettes dans un coin et les envoyer au laboratoire si on veut confirmer ou infirmer quelque chose. Mais on y pense, mais on n'est pas encore allé jusque-là. Mais ça reste une bonne solution qu'il faut étudier, je suis d'accord. Y a-t-il une autre question ? A priori, non. Ben, on va profiter de vous appeler. Oui, Guillaume, vous vouliez peut-être dire on a été clair, sûrement. C'est ça. On est bien dans le timer. Il suffisait de le dire. Ouais. Bonjour, Adeline Guérin, Elogiciamp, donc maîtrise d'ouvrage. Moi, ma question, c'est que nous, on effectue effectivement des travaux en milieu occupé sur du patrimoine bâti. Donc, les locataires en question passent sur le chantier. Donc, quelles sont vos préconisations par rapport à la gestion du plomb et des locataires ? Non, alors, la réponse n'est pas simple. Enfin, la réponse n'est pas simple et simple en même temps. Je veux dire, il va falloir... les locataires passent sur le chantier. Comment ça se fait que les locataires passent sur le chantier ? Des réflexions parties communes, mais justement, il va peut-être organiser le chantier différemment. Mais en fait, c'est sûr que si les locataires passent sur le chantier, ou alors le chantier est extrêmement bien maîtrisé par rapport aux différents postes de travail et il n'y a aucun risque, ou alors il va falloir peut-être trouver une autre solution et les locataires ne passent pas sur le chantier, ou en tout cas trouver une solution. Alors c'est vrai que c'est facile de le dire comme ça, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. On ne pourra pas enlever le plomb. Mais après, il faudra voir comment on peut organiser le chantier en petits postes de travail pour arriver à le maîtriser. Juste pour compléter, vous êtes en train de nous dire que vous faites du déplombage dans les parties communes ? Les garde-corps. Ok. Oui, notamment les garde-corps des anciennes cages d'escalier, les barres de main courante, oui. Et dans le cadre d'une coactivité, vous n'avez pas un coordonnateur, quelqu'un qui gère justement ce risque entre le particulier ? Il y a un coordinateur, oui. Mais je veux dire, les locataires, souvent, s'il n'y a pas d'ascenseur, par exemple, ils sont obligés de passer par... On ne peut pas non plus leur interdire l'accès à leur logement. Et même si on a fait des fois des chantiers de nuit, ça nous est déjà arrivé, très peu souvent. Mais malgré tout, on ne peut pas imposer... Là, il faut avoir une gestion irréprochable du chantier, j'ai envie de dire. Oui, mais après, ça dépend aussi quelles sont les techniques que vous utilisez pour enlever le plomb. Il y a des techniques qui génèrent moins de poussière. Après, je ne sais pas quel est l'âge de l'immeuble, etc. Enfin, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Mais si c'est un immeuble pas trop ancien, avec une vieille peinture, je veux dire, avec encore du minimum de plomb, on a des solutions où on fait très peu de poussière. Voilà, mais tout dépend après de la technique, etc. Donc il y a vraiment une analyse à faire depuis le départ. Si le chantier a commencé, c'est toujours un peu compliqué. D'accord, merci. Y a-t-il une autre question ? Oui. Bonjour, Michel Buty, société MES. La date de 49, vous n'en avez pas parlé ? Non, pourquoi vous vouliez qu'on en parle ? Parce que dans un certain nombre de cas, on me dit que c'est postérieur à 49, donc il n'y a pas de plomb. Mais le repérage du plomb avant travaux ne fixe pas la date de 49. D'accord. Ok. Voilà. Il faut prendre la date de 49 avec beaucoup de recul. Parce que la date de 49, c'est un décret qui a interdit certaines peintures pour les professionnels, mais qui n'a pas du tout interdit le plomb. Et le plomb, aujourd'hui, n'est toujours pas interdit. Dans les peintures, oui, mais il y a encore plein de... On peut acheter des feuilles de plomb aujourd'hui. Oui, on peut acheter des feuilles de plomb. On le voit sur les chantiers qu'on a ensemble. On pose des feuilles de plomb encore aujourd'hui. Et Notre-Dame sera refait avec des feuilles de plomb. Dernière question avant de vous libérer, à moins que... Oui. Laurent Levé, à Pave. Vous avez une date d'interdiction de la peinture au plomb ?
Je sais que les taux de plomb dans la peinture, je veux dire, sont de plus en plus, faibles. Mais en fait, je ne pourrais pas vous dire là comme ça. Moi, je donnerais deux dates. Je dirais 94, au pire 2003. Voilà. Je crois que c'est 94. 97 ou 98. Non, 97, c'est l'amiante. 94 pour le plomb sur une directive de la CARSAT. Et 2003 conseillé. Merci. Juste par rapport à tout ce qu'on vient de dire, les dates ne sont pas très importantes, hein, parce qu'en fait, on s'est rendu compte sur un chantier il n'y a pas très longtemps, un chantier qui a été construit, on va dire, dans les années 80. Dans les années 80, aujourd'hui, il y a de la poussière au plomb sur la charpente. Et ça ne vient pas de la peinture. Donc en fait, l'entreprise de nettoyage qui est en train de travailler sur ce chantier est confrontée à un risque plomb. Donc en fait, comme dit, il faut faire attention, il ne faut pas lier tout ce qu'on vient de dire à de la peinture. C'est pas forcément. Il y a des chantiers où on n'a pas du tout de problématique de peinture au plomb, et il y a du plomb. Oui, ça rejoint ce qu'on a dit, hein, le plomb historique, cette pollution environnementale qui est présente, qui n'est pas diagnostiquée et qui ne répond pas finalement aux dates, hein, mais qui est omniprésent et qu'on a de manière omniprésente sur nos chantiers. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va vous remercier sous des applaudissements pour votre intervention. Monsieur Guillaume Fabre, Madame Julie Cartous et Monsieur Hugues Hartmann.